Julian a également reconnu très tôt le potentiel du Bitcoin et le rôle qu'il serait amené à jouer dans la préservation des archives historiques. En 2014, il est apparu sous forme d'hologramme à une conférence à Nantucket et a déclaré à son auditoire que l'architecture sous-jacente du Bitcoin a des intérêts au-delà même de l'innovation financière qu'elle permet de manière évidente. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la traduction d'une intervention de Stella Assange, avocate et femme de Julian Assange. Cette présentation a eu lieu dans le cadre de la conférence Bitcoin Amsterdam qui s'est déroulée en novembre 2023. Stella Assange, née Sarah Gonzalez Devant, est une femme au parcours très intéressant. Elle est née à Johannesburg, en Afrique du Sud, mais possède la double nationalité suédoise et espagnole en raison de l'origine de ses parents. Après des études de droit à Oxford et à l'Université de Complutense de Madrid, elle rejoint l'équipe légale de Julian Assange en 2011 pour empêcher son extradition vers la Suède en raison d'accusations de viol qui, selon elle, n'étaient qu'un prétexte pour ensuite extrader Julian aux États-Unis. En 2012, elle a changé son nom en Stella Morris pour protéger sa famille des conséquences potentielles de son travail avec Assange. Selon Stella Assange, leur relation a commencé en 2014 et leur histoire d'amour aurait sa place dans un roman de Ian Fleming. L'avocate a dû la garder secrète et n'a pu divulguer que Julian était le père de ses deux enfants que des années plus tard. Stella et Julian se sont finalement mariés en 2022, après que celui-ci ait fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement alors qu'il était reclus au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres, et après qu'il ait finalement été extrait de celle-ci et envoyé manu militari à la prison Supermax de Belmarsh. Depuis plus de 10 ans, Stella Assange, accompagnée du frère et du père de Julian, Gabriel et John Shipton, remue ciel et terre pour le faire sortir de prison. Stella Assange a même rencontré le pape François en 2022, mais malgré tout, Julian reste incarcéré dans le cadre de l'un des plus grands scandales de répression du journalisme au monde. Le calvaire du journaliste et cypherpunk est le symbole de l'hypocrisie du bloc occidental, dont les politiciens se piquent de défendre les droits de l'homme et font mine d'être choqués quand des affaires similaires ont lieu en Afrique, au Moyen-Orient ou en Chine. Dans cette interview, Stella Assange ne manque pas de critiquer ce qu'elle appelle le complexe censuro-industriel, dont le but est d'exercer un contrôle toujours plus grand sur les esprits des citoyens. Elle fait référence à plusieurs des idées de Julian Assange, et notamment la manière dont, selon lui, l'immutabilité de la blockchain de Bitcoin a un intérêt caché, celui de pouvoir garantir qu'une information en ligne n'a pas été changée par le pouvoir en place. Bitcoin permet de mettre en échec le dicton d'Orwell, qui énonce que ceux qui contrôlent le présent contrôlent le passé, et que ceux qui contrôlent le passé contrôlent le futur. Sans plus attendre, voici l'intervention de Stella Assange. Lorsque Julian a créé Wikileaks en 2006, il a trouvé un moyen de placer l'histoire cachée au centre du débat public. Comme vous le savez, Wikileaks a transformé pour toujours l'accès à l'information. Julian a construit ce site comme une bibliothèque en ligne décentralisée, qu'il appelait d'ailleurs la bibliothèque rebelle d'Alexandrie. Son aspect décentralisé lui a permis de résister à la censure. L'utilisation de la cryptographie a permis à Julian de créer une plateforme permettant aux lanceurs d'alerte et aux sources de rendre publics des documents confidentiels et de le faire de manière anonyme. Avant Internet, la censure s'était concentrée sur l'interdiction de diverses formes d'expression et de la transmission d'informations, mais avec Internet, elle est devenue de plus en plus sophistiquée et la question n'est plus seulement de savoir si la vérité peut être dite, mais si elle peut être vue et entendue. L'objectif de la censure n'est plus de restreindre activement la divulgation de certaines informations, mais plutôt d'influer sur les possibilités de recherche et de réception de ces informations. Depuis 7 ans, ce processus s'est accéléré. Il est devenu si global et si coordonné qu'il menace l'existence du domaine public lui-même. Je ne pense pas que ce soit une exagération. La montée du complexe censuro-industriel a transformé le paysage de l'information. Les censeurs du réseau sont des acteurs au profil hybride. Gouvernements, organes de presse, ONG, groupes de réflexion, sociétés de réseaux sociaux, institutions universitaires. Ces acteurs sont au service d'une nouvelle économie qui promeut l'idée selon laquelle l'information est dangereuse et que son libre accès par le public comporte des risques qui doivent être gérés. Le processus démocratique est vu comme un problème, et même des informations véridiques et dignes d'intérêt sont présentées comme étant des menaces, parce qu'elles pourraient potentiellement être exploitées par des entités mal intentionnées.
Ce complexe censuro-industriel est né de 2 revers importants subis par le système en 2016. Le premier a été le vote des électeurs britanniques en faveur du Brexit et le second, la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Selon l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, la défaite de celle-ci était en partie imputable à la publication par Wikileaks des emails de John Podesta et du DNC, le Comité national du Parti démocrate. Ceci révélait la manière dont l'équipe de Clinton avait truqué les primaires démocrates contre son rival Bernie Sanders. Ces documents et ces courriels ont également révélé que l'équipe de campagne de Clinton a influé sur les primaires républicaines en utilisant ce qu'elle a appelé la stratégie du joueur de flûte, qui consistait à accroître la visibilité médiatique de Donald Trump en partant de l'idée mal fondée que sa nomination à l'investiture républicaine ferait perdre des voix à son parti. L'équipe de campagne d'Hillary Clinton et une grande partie de l'establishment démocrate ont communiqué très négativement au sujet de cette mise en ligne. Mais lorsqu'ils ont intenté une action en justice contre Julian et Wikileaks pour ces actions, le tribunal a vu les choses très différemment. Il les a déboutés sur la base du premier amendement et a rejeté les demandes des plaignants en décrivant la publication des courriels du Comité national du Parti démocrate de la manière suivante. Il s'agissait d'un sujet d'intérêt public. La publication des communications internes du DNC a permis à l'électorat américain de lever le voile et d'être le témoin du fonctionnement de l'un des 2 principaux partis politiques américains au cœur d'une élection présidentielle. Ce type d'information relève clairement de ce qui est protégé par l'interprétation la plus stricte du premier amendement. Vous n'avez sans doute pas entendu parler de cette décision car l'échec de ce procès et les raisons données par la Cour ont été à peine évoquées dans les médias. En l'absence de réaction du public et de contre-récits, le complexe censuro-industriel a pu prospérer. En 2020, 2 des acteurs centraux de ce dernier, l'Aspen Institute et le Cyber Policy Center de l'Université de Stanford, ont trouvé une formule pour empêcher que de véritables informations n'alimentent le processus de décision démocratique. Leur stratégie a consisté à convaincre les journalistes et les réseaux sociaux qu'il était temps d'introduire un nouvel ensemble de normes et de rompre avec le principe des Pentagon Papers. La fuite des documents du Pentagone est souvent citée comme un événement précurseur à la publication par Wikileaks des War Logs en Afghanistan et en Irak, contenant des rapports confidentiels de l'armée américaine. L'affaire des Pentagon Papers est aussi à l'origine du mythe de la liberté de la presse aux États-Unis. Elle a eu lieu à une époque où, malgré les attaques juridiques contre les éditeurs de journaux, contre le New York Times et le Washington Post, et malgré toutes les attaques contre le lanceur d'alerte Daniel Ellsberg, l'intérêt du public a pu prévaloir et faire jurisprudence. Cette fondation est restée solide jusqu'à ce que l'administration Trump décide d'inculper Julian pour publication active et collecte d'informations en vertu de la loi sur l'espionnage. Pour revenir succinctement aux Pentagon Papers, il s'agissait d'une fuite de documents qui s'est produite il y a 50 ans et qui concernait un rapport interne du ministère de la Défense. Il a été publié par le Washington Post et par le New York Times et révèle la manière dont le gouvernement américain a menti au Congrès et au peuple au sujet du déroulement de la guerre du Vietnam et de ses véritables objectifs. En 2020, l'Aspen Institute et le Stanford Cyber Policy Center n'ont pas allégué que le principe du document du Pentagone était illégal. Ils ont soutenu qu'il devrait y avoir un changement de normes, un changement de culture d'entreprise au sein des médias et des sociétés de réseaux sociaux. Ces derniers ont dû adopter le rôle de censeurs. Les considérations de préjudice potentiel, largement et vaguement définies, ont pris le pas sur la valeur médiatique et l'authenticité de l'information en question. Les médias doivent se prémunir de risques causés par l'exploitation potentielle des informations qu'ils véhiculent par des acteurs malveillants et doivent protéger le public de ses propres réactions et de ses propres instincts. En somme, ces nouveaux principes invitent les médias à participer à une construction narrative et à la diffuser à leur audience dans le but d'obscurcir la réalité. L'un des grands faits d'armes de ce complexe censuro-industriel a été la suppression de l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, qui a été d'une redoutable efficacité. La sortie de cette affaire avait été anticipée et immédiatement remise en question par un procédé nommé pre-bunking. Quelques heures seulement après qu'elle a été publiée par le New York Post, cette nouvelle avait déjà été déclarée être une opération de désinformation. Ces assertions ont été considérablement renforcées par une déclaration publique signée par 51 anciens responsables de services de renseignement, affirmant que cette histoire d'ordinateur portable était construite de toutes pièces.
L'affaire a été réprimée par Twitter, qui a supprimé les liens pointant vers l'article du New York Post. Mark Zuckerberg a avoué sur le podcast de Joe Rogan que Facebook a aussi étouffé l'affaire, après que le FBI l'a appelé pour lui demander de le faire. Il s'avère que cet ordinateur portable était authentique et qu'il ne s'agissait pas du tout d'une opération de désinformation, mais ils sont parvenus à enterrer totalement cette affaire à l'approche des élections de 2020. Ce processus a été rapide et efficace. Il a été permis notamment par un exercice de simulation conduit par l'Aspen Institute avec tous les acteurs qui ont par la suite étouffé l'affaire. Cette simulation était en fait une répétition générale pour une situation comme l'article du New York Post sur Hunter Biden. La vérité a finalement été révélée en 2023. Mike Morell, l'ancien directeur adjoint de la CIA, a témoigné devant la commission judiciaire du Sénat et a déclaré que l'actuel secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui était à l'époque l'un des conseillers principaux de la campagne de Joe Biden, était à l'origine de la fausse déclaration publique des 51 anciens responsables du renseignement. Les Twitter Files, ainsi que les audiences du Sénat sur l'affaire Hunter Biden, ont tous les deux révélé beaucoup de choses sur la manière dont le complexe censuro-industriel fonctionne et dont il porte atteinte aux libertés garanties aux citoyens américains par le premier amendement. Il existe de nombreux documents disponibles à ce sujet, mais leur importance et les implications de cet événement ont été minimisées par la presse et les médias, qui bien sûr ne sont pas des commentateurs neutres. Pendant ce temps, des législations telles que le projet de loi sur la sécurité en ligne au Royaume-Uni et la loi européenne sur les services numériques, entre autres, transfèrent le pouvoir de modérer le contenu en ligne des entreprises technologiques au gouvernement. C'est une tendance mondiale. La législation impose un devoir de contrôle aux entreprises technologiques et les incite à censurer les contenus préjudiciables, mais légaux. Le cas du podcasteur extraordinairement populaire Russell Brand montre comment les politiciens utilisent désormais leur nouveau pouvoir pour faire pression sur les plateformes afin qu'elles démonétisent des créateurs de contenus spécifiques. Je suis sûre que vous êtes tous conscients du contexte dans lequel les allégations, dont certaines sont criminelles, ont été formulées à l'encontre de Russell Brand. YouTube a annoncé qu'il démonétiserait la chaîne de Russell Brand presque immédiatement et la BBC et Channel 4 au Royaume-Uni ont supprimé leurs anciennes vidéos contenant Russell Brand. Qu'il soit finalement accusé ou reconnu coupable d'un crime à l'avenir, le fait est que son ostracisation a été soudaine et qu'elle a déjà quelque chose de définitif. L'aspect le plus inquiétant de tout cela, outre la disparition manifeste de la présomption légale d'innocence, est que l'attaque la plus agressive visant à démonétiser Russell Brand est venue de la présidente de la Commission des médias culturels numériques et des sports du Parlement britannique, Caroline Dinenage, qui a écrit à TikTok et Rumble pour leur demander de révéler si Brand vivait du contenu de sa chaîne. Bien sûr, la véritable cible de cette opération n'est pas Russell Brand, c'est Rumble. Le but est de forcer cette plateforme à se conformer aux attentes en termes de contenu. Et les pouvoirs conférés aux instances publiques ont été accrus par les nouvelles législations adoptées dans plusieurs juridictions. D'ailleurs, Caroline Dinenage, qui a présenté la loi sur la sécurité en ligne, n'est pas n'importe quelle députée conservatrice. Elle est mariée à Mark Lancaster, qui était jusqu'à récemment le commandant adjoint de la 77e brigade selon la BBC. Celle-ci est composée de soldats qui sont formés à utiliser les armes, mais aussi les réseaux sociaux, tels que Twitter et Facebook, ainsi que les arcanes des opérations psychologiques. Ainsi, alors que le complexe censuro-industriel continue de croître, le champion de la liberté d'expression le plus célèbre au monde continue d'être emprisonné. Les personnes qui ont mis Julian en prison sont les mêmes que celles qui craignent que le peuple ait accès à des informations véridiques, car ils ont peur de ce que le public pourrait faire de ces informations, de nature à changer le statu quo. La procédure pénale en cours contre Julian criminalise le fait de publier des informations, car l'utilité publique des documents diffusés par Wikileaks n'est pas remise en cause. Il risque 175 ans d'emprisonnement. L'authenticité des documents n'est pas non plus remise en cause. Ceux-ci documentent le meurtre de dizaines de milliers de civils, donnent des preuves de crimes de guerre, d'ingérence politique dans le processus judiciaire et d'actes de torture dans plusieurs pays, entre autres. En emprisonnant Julian et en faisant de lui un exemple, c'est l'acte même de publier des informations qu'il condamne et qu'il cherche à réprimer. Après tout, Julian est le plus grand contributeur aux archives historiques et aussi leur plus ardent défenseur. Il a joué un rôle important dans leur croissance et dans la protection de leur intégrité. Il est en prison pour avoir diffusé publiquement des éléments historiques cachés et illégaux. Il a créé Wikileaks pour faciliter l'accès et pour encourager la publication de documents d'utilité publique en fournissant un moyen permettant aux sources de partager des informations de manière anonyme. Julian a également reconnu très tôt le potentiel du Bitcoin et le rôle qu'il serait amené à jouer dans la préservation des archives historiques.
En 2014, il est apparu sous forme d'hologramme à une conférence à Nantucket et a déclaré à son auditoire que l'architecture sous-jacente du Bitcoin a des intérêts au-delà même de l'innovation financière qu'elle permet de manière évidente. Il a expliqué comment en URSS, à la mort de Staline, Beria est tombé en disgrâce auprès des nouvelles factions au pouvoir et que la décision a été prise de supprimer son entrée dans l'encyclopédie officielle. Un ordre a été émis pour que soient supprimées les pages contenant la biographie de Beria et pour que l'entrée précédente, sur la mer de Barents, soit étoffée, et cela a été fait. Mais cette forme rudimentaire de censure ne pouvait pas échapper à la vigilance du lecteur, qui ne pouvait pas s'empêcher de remarquer la colle là où les pages avaient été remplacées et la texture différente de celle qui avait été ajoutée. À l'ère d'Internet, en revanche, dissimuler ce type de censure est devenu très facile. Il n'y a ni colle, ni texture visible qui nous permettent de déterminer si l'histoire a été modifiée postérieurement à sa publication. La technologie Bitcoin, a déclaré Julian à la conférence de Nantucket, pourrait vaincre la censure sur Internet, car elle permet de prouver qu'une chose précise a été publiée à un moment donné. Elle brise le dicton d'Orwell, celui qui contrôle le présent ne peut plus modifier le passé. Il y a 9 ans, Wikileaks utilisait pour la première fois la technologie blockchain pour prouver une publication en publiant un hash. Pendant que je préparais ce discours, un projet de groupe anonyme appelé Projet Spartacus est apparu pour mettre cette idée en pratique. Il utilise le protocole des ordinaux pour inscrire les journaux de guerre afghans de Wikileaks sur la blockchain Bitcoin. Vous pouvez le trouver à l'adresse projetspartacus.org. Hier soir, 252 des rapports afghans avaient été inscrits et il en reste 76 000 à inclure. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à y participer. Si vous posez la question, ces rapports ont été publiés en 2010 et font partie des publications pour lesquelles Julian risque 175 ans de prison. Ils ont coupé à travers le brouillard de guerre et ont révélé l'existence de 20 000 morts, dont au moins 195 décès de civils non signalés auparavant, tués par les troupes de l'OTAN. Comme je le disais, Julian a créé Wikileaks pour en faire une sorte de bibliothèque d'Alexandrie rebelle sur Internet, qui donnerait l'asile aux documents les plus protégés du monde. Le but de Wikileaks est de les héberger, de les sécuriser, de les rendre accessibles et de garantir leur historicité. Cet objectif a été rempli et ces documents ont été diffusés au grand public. En 2012, Julian a écrit « Un appel aux armes cryptographiques » dans lequel il a lancé un avertissement, ce qu'il a appelé un cri de veilleur au milieu de la nuit. En voici une citation. « Rappelons que les États sont les systèmes qui déterminent où et comment la force coercitive est appliquée de manière continue. Les idéaux de la cryptographie et du cypherpunk répondent à une question, celle de savoir dans quelle mesure cette force coercitive, issue du monde physique, peut s'infiltrer dans le royaume platonique d'Internet. Alors que les États fusionnent progressivement avec Internet et que l'avenir de notre civilisation se confond avec l'avenir du web, il nous incombe de redéfinir les relations entre les forces en présence. Si nous ne le faisons pas, l'universalité d'Internet permettra de regrouper l'humanité tout entière dans un réseau géant de surveillance et de contrôle de masse. Il a publié ce texte en 2012. Les censeurs ne s'en prennent pas seulement à Julian et à Wikileaks. L'objectif n'est pas simplement de contrôler et d'effacer l'histoire récente. L'emprisonnement de Julian a enhardi les censeurs. Ils ont tourné leur attention vers le présent et cherchent maintenant à contrôler totalement le domaine public, nos voix et nos oreilles, notre réalité collective. Un monde dans lequel Julian est libéré est un monde qui continuera de prendre des initiatives et de lutter contre nos adversaires. Nous devons libérer Julian et ainsi tous nous libérer. Merci.